Bienvenue à Mémoire Digitale, le podcast qui nous parle d'innovation, mais dans lequel on a des discussions, de l'inspiration. On parle d'innovation, mais pour pouvoir digitaliser les mémoires des gens qui sont innovants. Pour les rencontrer, aller au cœur de leur intellect, pour comprendre quelle est la place que l'innovation a prise dans leur vie. À toutes les rencontres que j'ai la chance d'animer dans cette émission-là, je suis toujours un peu impressionné par les gens que je reçois, par les gens avec qui j'ai la chance de parler d'innovation. Aujourd'hui, Guy Doucet, comment vas-tu? Ça va très bien. Plaisir, PS. Enchanté. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Guy, bon, tu as un parcours assez extraordinaire, on va le dire comme ça, tout humblement que je peux l'être. Maintenant, tu es rendu CEO, président, directeur général de Alfred Technologies. Tout à fait. Avant, c'était Alfred Sommelier. Non, c'était Cellier Intelligent. Pourquoi on est rendu à Alfred Technologies? On est rendu à Alfred Technologies parce que le produit était, depuis 2017, le produit est Alfred, et puis ça créait de la confusion au niveau du marché. Alors, on a décidé d'adopter le nom de l'entreprise et notre produit pour simplifier et améliorer la perception aux États-Unis, principalement. Principalement aux États-Unis. En gros, Alfred Technologies, c'est une application d'intelligence artificielle qui gère des caves à vin. Si on le voit sommairement. C'est de la gestion d'inventaire et d'approvisionnement. Vous savez qu'Alfred, c'est le majordome de Batman. Oui. Alors, Alfred est connu dans le monde anglophone beaucoup. Alors, l'idée, c'est de donner un personnage, finalement, à un système de gestion d'inventaire et d'approvisionnement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va gérer tout l'inventaire de vin et des spiritueux. OK. On sait que le vin s'accroît, pour certains vins, va s'accroître en termes de valeur dans le temps. Comme le ménage à trois puis le fusion, mettons. C'est ça. Donc, mettons, on leur laisse du temps longtemps sur les tablettes. Celles-là, on veut les rouler rapidement. Mais disons qu'il y en a d'autres qu'on veut garder parce c'est comme un actif boursier. Fait que tout ça, dans le fond, c'est logique avec le fait qu'on a un butler. On a quelqu'un qui s'occupe de toute cette collection-là, là, autant au niveau des restaurateurs que des grands collectionneurs. Tu sais, ton parcours t'a amené à, oui, toujours un peu graviter près de la restauration, un peu quand même, mais il y a eu des parcours complètement de ces fondations du Dr Julien, le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce virage-là complet vers la technologie, puis la sommellerie, les celliers? Qu'est-ce qui t'a dit un jour, c'est ça que je veux faire? Ben, le restaurant, c'est peut-être parce que je suis gourmand. Puis... un peu épicurien, c'est bon. C'est ça. C'est correct, mais on l'est tous un peu, je pense. En fait, ça part de plus loin que ça. Dans ma première entreprise qu'on a créée en 1991, on développait des simulateurs de vieillissement des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Alors, ce que ça on est loin du vin. Là. C'est ça. On est loin de l'AI aussi. À l'époque, on faisait ça avec des algorithmes, là, ce qu'on appelait déterministes. Là, c'est mathématique un peu, mais c'est... Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on développait des modèles où on était capable de simuler comment les réseaux allaient vieillir et combien de cônes oranges on allait avoir dans les années en cours, mais surtout combien les gouvernements devraient investir pour éviter qu'on ait trop de cônes oranges, pour maintenir adéquatement les infrastructures. Ça a été plutôt bien vendu cette entreprise-là en 2007. Surtravaillé dans ma première partie de ma vie, comme tous les entrepreneurs, me ramasser en 2007 à dire à ma blonde pour la garder, puis garder ma famille, que je n'allais plus jamais travailler à temps plein le restant de mes jours. OK. J'ai fait ça, moi, j'ai dit ça. Ça a duré 6 mois. Mais c'était les 6 mois, les 6 plus beaux mois de la vie de ta blonde, je pense. En fait, et puis, c'est ça. Ça, c'était le départ de la chose. À partir de là, de 2007 à 2012, j'ai été vraiment au ralenti là, dans les faits. J'étais investisseur dans quelques business et tout ça, mais je ne me retrouvais pas là-dedans. Okay. Et en 2012, on parlait tantôt de j'ai enseigné au Collège d'administrateurs de société. J'ai eu le grand privilège d'être recruté par l'Université Laval pour enseigner en gestion de risque. J'aimais ça parce que ça me faisait faire plein de rencontres intéressantes. Dans une formation que je donnais, je me souviens, c'était un vendredi soir, j'arrivais de New York dans la journée. Je ne savais pas quel étudiant j'avais dans ma classe. Et à la fin de mon cours, on m'a demandé, je racontais mon expérience, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Ben là, je gosse sur un projet. J'aimerais ça appliquer mes modèles mathématiques de vieillissement au vin. Parce que depuis 2007, je me suis ramassé ce que je n'avais jamais eu. Je viens d'une famille très modeste, un peu de sous. La capacité de m'acheter du vin, j'ai découvert ça. Découvert les restaurants. Malheureusement. Ça a eu des conséquences, mais ça fait partie de la vie. On vit avec. C'est ça, puis la cinquantaine, ça va ensemble. Et puis, c'est ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on me demandait, c'est ça, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je dis, regarde, je travaille à prendre mon modèle mathématique de vieillissement puis à l'appliquer au vin parce que je me suis aperçu que tous les vins qui sont ce qu'on peut dire de moyenne et haut de gamme
ont une capacité de vieillir, mais ont aussi une capacité d'accroissement de la valeur. Mais malheureusement, à mon année, il y a une date de fin à tout ça. Alors, ce qu'on appelle la période optimale de dégustation. Fait que nous, on travaillait là-dessus d'un point de vue mathématique avec une couple de geeks, là, mes anciens ingénieurs de mon ancienne compagnie. Et à la fin du cours, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il dit, mon nom, c'est Philippe Duval. Il dit, je travaille à la SAQ, puis j'aimerais ça te parler de ce que tu viens de jaser. Fait que le week-end, là, je m'en vais voir c'était qui Philippe Duval. Je réalise que c'était le président de la SAQ. Et, comme ça, un addon. Un addon. Un addon. C'est vrai, là. Mais la synchronicité nous amène souvent à rencontrer les gens au bon moment. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Ouais. La synchronicité de quelque chose qui se passe à un moment précis nous amène quelque chose. Ça, je suis convaincu qu'il y avait quelque chose qui est aligné pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Puis souvent, les bonnes personnes aussi. Et Philippe, c'est une personne extraordinaire, un président qui a été un visionnaire pour la SAQ. Je disais à ma blonde le dimanche, je dis, ben ça, là, je vais appeler, parce que j'avais essayé de travailler avec la SAQ plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, je vais le rappeler lundi, puis il ne me rappellera pas. Je l'appelle, 10 minutes après, il me rappelle. Okay. Vraiment sharp. Là. Et puis là, ça a été le début de quelque chose d'intéressant, qui a été où on a construit ensemble avec la SAQ jusqu'en 2015. Toute la base de données, les modèles. Alors, la SAQ a été un levier important pour nous autres, pas juste financièrement, mais au niveau de l'expertise. Un partenaire de développement rendu là. Tout à fait. Okay. D'ailleurs, la personne, le vice-président avec qui on développait le projet à l'époque, est aujourd'hui rendu employé d'Alfred. Okay. Alors, il a pris sa retraite, il est avec nous autres à temps plein maintenant. Fait que ça a été le début. C'est ce qui nous a amené à développer des modèles mathématiques de vieillissement du vin et d'accroissement de la valeur. Et c'est ce que le système fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que le système fait, on va prendre on a des clients qui ont des dizaines et des dizaines de milliers de bouteilles. Alors, en identifiant le produit, son année son année, nous, automatiquement, le système va reconnaître sa période optimale de dégustation. Alors, le temps, sa durée de vie. Il va reconnaître aussi l'accroissement de la valeur. Puis là, on va venir dire au client, bien, regarde, c'est le temps de le vendre. Ou tu devrais le garder encore 5 ans parce que tu fais 10 % par année avec ce produit-là. Fait que c'est tout simplement là, ça qu'on fait, destiné à la restauration, aux grands collectionneurs, les gens qui ont la capacité de garder des vins qui quand même vont prendre la valeur. Là, on s'entend tantôt, je parlais de fusion ménage à trois, on comprend que c'est pas cette gamme de vins-là qui va être optimisée par une période de maturation ou quoi que ce soit. Alors, on parle de vins un peu plus haut de gamme. Donc, si je comprends bien, toi, ta job, c'est de te promener, goûter des vins, t'assurer qu'ils sont rentrés dans ta banque de données. C'est ça? Ça pourrait être ça, c'est pas ça. Ça pourrait être ça, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas moi qui fais ça. Mais blague à part, on a au moins la chance de rencontrer plein de restaurateurs et de collectionneurs qui sont devenus des amis avec le temps. Dans tout ce parcours-là, Guy, l'innovation, pour toi, elle a pris plusieurs facettes dans ton parcours. De vendre une entreprise au bon moment, de prendre une pause, de décider de relaxer, diminuer la cadence, réaccélérer la cadence, avoir une idée, la proposer, des opportunités qui surviennent. Pour toi, c'est quoi l'innovation en soi? C'est mon gaz. C'est mon gaz. C'est l'innovation. Moi, je ne suis pas en affaires. Je ne suis pas un entrepreneur. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Je suis très, très choyé dans la vie. Là. J'ai eu des projets qui ont bien fonctionné, heureusement. Mais je suis là parce que ce que j'aime, c'est de changer le monde. Ce que j'essaie de faire à ma façon. Là, je m'aperçois, là, aujourd'hui, je sais plus. Je sais que dans le bénévolat, changer le monde, c'est plus raide. C'est moins ma place. C'est plus raide un peu. C'est ça. Mais en entrepreneurship, ce qui est le fun, c'est que tu as les moyens de tes ambitions souvent. Quand ça se met à bien aller, tu es capable de changer les choses. Ça m'a permis de connaître plein d'entrepreneurs extraordinaires. Mon associé, qui est une personne extraordinaire, un gars de la Beauce. L'idée, c'est d'utiliser ce talent-là qui m'a été donné, cette espèce d'énergie-là que j'ai pour essayer de faire vivre à plein de monde des expériences intéressantes, de bien gagner notre vie aussi. Tu sais, forcément, les gens qui sont autour de nous autres, à chaque fois qu'on fait une transaction, quoi que ce soit, c'est bon pour tout le monde. Beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie. Fait que c'est le fun. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir cette effervescence-là, de voir grandir le business comme c'est le cas actuellement. On est passé de pas grand-chose à 40 personnes, puis c'est le fun. Ça continue toujours. Sur le site, on lit « Le changement, c'est l'innovation. Le changement, c'est le courage. Le changement, c'est un investissement. » C'est un choix de vie, l'innovation? Quelle bonne question. Dans mon cas, c'est une drogue. C'est une nécessité. C'est une nécessité, j'ai pas le choix. C'est pour moi de prendre un problème, puis comme je donne un exemple, les restaurateurs.
Quand, nous autres, on a fait un virage, on a fait un pivot en 2018, on était collectionneurs beaucoup. Je n'opérais pas la business non plus dans ce temps-là. J'étais encore dans ma promesse à mon épouse que je ne travaillerais plus jamais à temps plein de ma vie. Puis en 2018, on a comme frappé un mur, on n'était pas capable, l'entreprise ne grandissait pas. On avait atteint un certain niveau critique. C'est une belle business, c'est un mom and pop shop là, de couple de millions de chefs d'affaires, mais on restait là. Et puis, mon associé il me disait à un moment donné, Guy, si on veut que ça lève, il faut que tu reviennes. Fait qu'on revient, je m'installe au camp. Les gens du camp m'ont aidé beaucoup en passant. C'est quelle organisation extraordinaire pour Québec. M'a challengé, puis change le modèle d'affaires, décide de virer ça professionnel, grand collectionneur, B2B. Ce dans quoi je suis bon. Je me suis aperçu que le B2C, pour moi, je suis pas un gars de marketing. C'est pas le réflexe numéro un. Non. Puis je l'ai appris à la dure. À un moment donné, il faut que tu comprennes que tu n'es pas bon. Où tu n'es pas bon. Le signe d'un bon entrepreneur, c'est de comprendre où tu n'es pas bon puis où tu peux t'entourer de meilleures personnes. À un moment donné, puis idéalement, que ça ne prenne pas 10 ans avant de t'en apercevoir. Si tu as à te planter, plante-toi vite. C'est ça. Mais OK, de voir cette place-là intrinsèque dans ta vie de l'innovation, c'est un peu comme un super pouvoir. Là. Tu le dis toi-même, pour vous, l'innovation, c'est un super pouvoir parce que toutes les facettes que vous voyez, vous la réfléchissez en mode innovation toujours. Alfred, c'est l'intelligent avec que ça devienne. Alfred était avec les restaurateurs. Ouais, on a eu une... Je ne sais pas si tu savais, mais on a eu une pandémie mondiale. Ben, c'est ça. C'est qu'on a, à travers ce pivot-là, c'était extraordinaire, sauf qu'on a changé le modèle d'affaires. J'étais bien fier de mon coup et tout ça. Sauf que le 17 mars 2020, on a perdu 100% de nos clients. En fait, tous ces clients-là, chez nous, avaient des contrats. On aurait pu exiger, on a perdu quelques centaines de clients d'une journée. OK. Là, on a eu le choix de dire on exige aux clients que vous continuez à payer ou on se vire d'abord et on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Puis on n'avait pas l'argent, nous autres non plus. Là. Fait que ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que la première journée, on a pris la décision de garder l'équipe de développement, innovation. On a dit on va garder ça puis on va s'assurer d'être plus fort à la sortie de la pandémie, sans savoir avec quel argent on allait garder, parce qu'on avait perdu quand même une bonne partie, 60% de nos revenus à peu près. Fait que ce qu'on a fait, on a plutôt décidé d'aider, ça va être le changer le monde, là. On a décidé d'aider les restaurateurs, puis quand je me suis mis à appeler des restaurateurs, puis je me souviens, 1 sur 3 pleurait, personne ne savait ce qui allait arriver. Moi, de mon côté, je me regardais et me disais, pourquoi je n'ai pas vu venir ce risque-là? Mon associé me disait, pas grand monde qui a vu venir la pandémie. Si toi, tu ne l'as pas vu, je te confirme qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas vu. Peu peuvent se tarer d'avoir vu ça venir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu venir. Mais par contre, rapidement, on s'est aperçu qu'on est innové au niveau de notre modèle financier. On a été capable de se positionner au niveau du marché. On a réduit notre force de vente parce qu'on n'avait plus de vente à faire pour 18 mois. Et finalement, ça a été la meilleure décision parce qu'on a gardé, on est maintenant perçu dans le marché comme des gens qui sont là pour changer, pour innover, pour changer les façons de faire. On sait que les gens nous voient comme un inducteur de changement, une façon pour eux autres d'avoir une vie. Parce que les restaurateurs n'ont pas de vie. Clairement. On en parle souvent. Là, les restaurateurs, quand tu es restaurateur, tu vis dans ton institution, tu restes là pratiquement. On s'entend que je vais manger au restaurant, je n'irai pas de 9 à 5 dans la journée. Je vais y aller le soir, on va sortir tard. Il y a beaucoup d'incidences à ce niveau-là. Tu rentres le samedi soir pour faire la vaisselle. Moi, je vois ça là, de nos clients qui font ça actuellement. Fait que nous autres, ce qui nous drive, dans le fond, c'est de prendre ça puis de dire on va essayer de tous les jobs plates. Là, on va essayer de ramasser ces jobs-là, des automatiser avec l'intelligence artificielle. Pas enlever des jobs à personne. Ça, avant la pandémie, en passant, ce message-là ne passait pas. Tout le monde avait peur de nous autres. Là, maintenant, aujourd'hui, les gens disent « Ah, mais bienvenue. » Ouais, mais parce qu'on n'a plus de monde. C'est ça, la nécessité de solutions plus technologiques est beaucoup plus criante maintenant qu'elle l'était à l'époque, on s'entend. Justement, tout le monde avait peur, puis là, on parle d'AI dans la restauration, mais ça s'applique à beaucoup d'autres domaines. Cette crainte-là que la technologie va remplacer l'humain fait que, OK, là, on voit des caisses automatisées au métro. Mais la réalité, c'est qu'on a une crise majeure de main-d'œuvre. Donc, il faut trouver ces solutions-là. Puis, je trouve ça le fun de voir la réflexion de l'entrepreneur innovant, de dire, oui, il y a un modèle d'affaires, oui, il faut faire de l'argent, OK, c'est une business. Une business, c'est une business, il faut que ça soit rentable, il faut que ça soit profitable. Mais d'être vu et perçu maintenant comme une valeur ajoutée ou une véritable solution aidante, c'est-tu un peu le désir que tu avais quand tu as lancé ça au début ou ça a migré avec les rencontres que tu as faites, avec les opportunités qui se sont présentées? Je m'aperçois, j'ai
J'ai eu le grand privilège, moi, d'avoir parce que l'argent vient avec si tu réponds bien à un besoin, habituellement, les sous viennent avec, si ton modèle a du bon sens. Là. À partir du moment où tu as couvert les besoins de base, ce qui devient le plus... En tout cas, dans mon cas, ce qui est devenu le plus important, c'est d'aider, mais d'aider de la bonne façon. D'aider avec des vraies solutions. Je suis plus proche de ça que du bénévolat, l'aide pure, qui est ça en prend, mais disons, je suis peut-être moins fait pour ça. Là. Fait que, ce qu'on a, dans le fond, c'est vraiment c'est vraiment le gaz qu'on a besoin. Puis je pense qu'on réussit assez bien ce côté-là. Là. Est-ce que ça fait partie... On parle de valeurs d'entreprise. Bon, quelles sont les valeurs des entreprises? Probablement que dans les valeurs d'Alfred, il doit y avoir l'innovation, assurément. Est-ce que les gens avec qui tu travailles ont toute cette relation-là avec l'innovation, ont tout ce désir-là de prendre l'innovation pour pouvoir changer le monde, pour trouver des solutions? Est-ce que chacun, dans son rôle, a ce même réflexe-là? La fondation de la business, le why, le pourquoi on est là, tout le monde le partage. On est tous là pour changer pour le mieux cette industrie-là. L'industrie de la restauration, c'est une industrie qui roule en bas de 4 % de bénéfices nets et c'est pas normal. Il y a moyen, ces gens-là sont des artistes, c'est extraordinaire ce qu'ils font. L'expérience en restauration, on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. J'aime ça sortir. C'est pas normal que ces gens-là aient de la misère à gagner leur vie et tout ça. Fait qu'il faut les aider. Là, le timing est bon. Ce qui n'était pas le cas avant. Là, vraiment, les gens sont ouverts d'esprit, puis on le voit, là. L'innovation dans tout ça, pour toi, c'est bon. Tu as vu des restaurateurs, tu les rencontres, vous apportez des solutions, des technologies un peu disruptives, là, si on peut reprendre le terme en anglais. Comment le milieu de la restauration, qui est un milieu, je pense, traditionnellement connu comme étant un peu plus conservateur, reçoit ça maintenant? La pandémie a tout changé. Le manque de personnel fait qu'il y a des bris de processus actuellement. Ces bris-là, quand tu n'as pas personne faire la job, à un moment donné, tu essaies de trouver des solutions, puis tu t'ouvres aux solutions qui existent. Un exemple de ça, dans notre cas, on a développé, nous autres, un concept d'inventaire perpétuel, qui est finalement, lorsqu'on rentre dans un établissement, comme le Château Frontenac, c'est un bel exemple, avec plusieurs dizaines de milliers de produits, de soit vins spiritueux ou autres, là, on va faire l'inventaire une fois au départ, puis par la suite, on va venir faire des contrôles aléatoires sur cet inventaire-là qui sont basés sur des modèles mathématiques qui nous permettent, en bout de ligne, de dire, voilà, avec les contrôles qu'on a faits, votre inventaire est précis à 98,5 %. OK. Ce que ça va faire, c'est qu'on peut aussi donner, c'est une app qu'on donne aux gens, on pose des questions. On dit, allez à cet endroit-là, allez valider le nombre de produits qu'on a de ce type-là. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet à n'importe qui de le faire. On peut prendre le concierge, par exemple, lui demander, regarde, toi, tu as une demi-heure de lousse, là. Va à tel endroit et réponds aux questions sur l'app. Je ne vous dis pas que c'est qu'on va utiliser la ressource. C'est pas nécessairement le concierge qui va être pris, ou autre, parce que... Mais c'est plus facilitant. C'est plus facilitant, c'est plus flexible. Et ça change. En fait, c'est de prendre les tâches qu'on a toujours faites de la même façon. Il n'y avait pas vraiment de création de valeur. Ça ne coûtait pas vraiment cher avant ça. Fait qu'on ne se cassait pas trop la tête. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de monde. Puis quand on embauche, ça coûte beaucoup plus cher. Alors là, la réaction est complètement différente. Alors, si on est capable de prouver le retour sur investissement, ce qu'on a fait dans le cas du château, où nous, on s'est allié avec une firme comptable qui est Mallette, ici à Québec, où est-ce qu'on démontre dans chacun des processus le retour sur investissement. Avec ça, excusez le terme anglais, mais c'est un no-brainer, là, la technologie. D'intégrer ça devient, c'est quantifiable, c'est mesurable, on voit les économies, on sent tout ça. Est-ce qu'on pourrait, puis là, food for thought, là, on réfléchit à, est-ce qu'on pourrait éventuellement arriver avec cette même app-là? Les bouteilles ont tous une puce NFC, l'app rentre, détecte les bouteilles qui sont sur place, l'inventaire se modifie. C'est-tu des choses qui sont, que je viens-tu de spoiler une nouvelle, peut-être, là, mais est-ce que c'est des choses qui pourraient être éventuellement envisageables d'intégrer puis de développer pour encore plus faciliter des choses comme ça? À venir jusqu'à date, on s'était tenu loin un petit peu du RFID pour des raisons d'investissement pour le client en tant que tel. Le niveau de CAPEX, là, d'investissement que ça demandait était trop élevé. Dans le cadre du projet avec Fairmount, on intègre le RFID pour enlever tout contrôle, toute nécessité de tâches, de scan ou quoi que ce soit manuel. Il n'y aura plus rien de ça. Ça va se faire automatiquement contrôlé par antenne et puis par RFID, en fait. Donc, toute la donnée va se transposer en temps réel par elle-même. Donc, encore une fois,
une innovation par rapport au manque de main-d'œuvre, la gestion des inventaires, parce qu'on sait que c'est un problème criant. Là. Il y a du vol, il y a des bouteilles qui doivent se perdre. Dans le cas du château, je trouve ça le fun que tu en parles. Je sais que vous êtes implanté au château avec la solution d'Alfred, mais on s'entend, il y a 3 restaurants, il y a du mouvement de bouteilles. À quel point vous intervenez? Puis c'est quoi les facettes vraiment que vous avez vu une grosse différence que vous avez apportée quand vous avez intégré Alfred là-dedans? En fait, le projet du Château Frontenac, c'est un projet qui est en cours actuellement. Ce qu'on va faire au terme au château, on va être capable l'une des problématiques au château, c'est que l'inventaire principal est sur un niveau, est au sol, un niveau plus bas. Alors, ça cause toutes sortes de problèmes de logistique lorsqu'on a besoin d'un produit rapidement en soirée. Le système va, outre le fait qu'on gère l'inventaire, qu'on est capable de planifier qu'est-ce qui va être utilisé en banquet, on va s'assurer de ne pas acheter trop. On va s'assurer d'acheter les bons produits. Puis là, tantôt, je vous ai parlé de vieillissement. Bien, on va vouloir avoir des produits qui vont vieillir pendant 10 ans, d'autres qui vont vieillir pendant 20 ans, parce qu'on veut s'assurer d'avoir suffisamment de réserves tout le temps. Puis que le retour sur l'investissement soit optimal aussi. Toujours, c'est ça. On n'offrira pas la même carte des vins dans la suite présidentielle qu'on va offrir, par exemple, au bar en bas. Alors, la carte des vins va être différente, avec des produits différents, dans certains cas, des prix différents. Alors, on va acheter comme ça. Un des éléments qu'on va faire au niveau de l'optimisation, c'est qu'on va s'assurer, lors de l'opération en soirée, on va s'assurer que le système détecte qu'il y a une survente, par exemple, de Chardonnay XYZ dans le restaurant Le Champlain, et on va déclencher des opérations où on va monter des produits en prévision du volume qui va être dépensé dans la soirée. On ajuste ça avec la carte des vins aussi, qui est automatiquement mise à jour si on voit qu'on a une baisse de quantité, on va venir retirer ce produit-là sans que personne s'en aperçoive sur la carte des vins en temps réel. Maintenant, avec les menus numériques, on peut en temps réel venir le modifier. Mais là, ce que ça implique, oui, on aide le restaurateur dans sa gestion, dans ses opérations, mais le consommateur aussi. Parce que, exemple, je suis au Champlain, je commande un fameux Chardonnay, il n'y en a pas. Je peux attendre 5, 6, 7, 10, 12 minutes le temps qu'il aille chercher nos bouteilles dans un autre restaurant. L'AI est intervenu, on a diminué ce temps d'attente-là. Fait autant pour l'utilisateur, donc le client payeur qui va vivre l'expérience d'aller manger au château, lui aussi, ça va être optimisé parce que ça va avoir été prévu. Exactement. On va être certain de ne pas avoir d'insatisfaction de la clientèle. Je l'ai vécu, j'étais en Californie la semaine dernière, puis une soirée, j'ai commandé 3 bouteilles de vin. Dans les 3 cas, il n'y avait pas le produit. C'est un produit à 100 $ US. Finalement, la personne est arrivée et elle m'a offert un produit à 32 US. Le restaurateur a perdu 70 $, là, dans le fond, parce que moi, c'était pas cette bouteille-là que je voulais. Là. Mais les autres, ils étaient prêts de la trouver. Ils l'avaient, mais ils ne savaient pas été où. Ouais, OK. Fait que vraiment, tu sais, de répondre à ce besoin-là, c'est criant, puis c'est nécessaire. Puis Alfred est au Québec, mais là, vous avez des clients un peu partout sur la planète. Ouais. L'objectif pour Alfred Technologies, c'est d'implanter sa solution partout sur la planète, éventuellement. C'est les prochains steps pour justement Alfred Technologies, ça ressemble à quoi? Là, on a travaillé, dans les 2 dernières années, on a arrêté de vendre. Alors, on a arrêté de vendre. Ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, on a récupéré 100% de nos clients, sauf 2, qui ont malheureusement dû fermer les portes. Là, ce qu'on a fait, on a décidé de concentrer nos efforts de commercialisation, nos sous. On a décidé de concentrer ça sur la côte ouest américaine. Okay. Alors, on a vraiment ciblé le secteur de San Francisco, où on s'implante actuellement. À partir de janvier, on a quelques dizaines de clients déjà à installer avec notre nouvelle version 4.0. Et la concentration de notre développement pour 2022 va être vraiment aux États-Unis. Au Québec, on a une petite force de vente au Québec. On va bien desservir ce marché-là, mais on est plus connu. Les ventes sont plus faciles à faire au Québec. On a moins d'efforts à mettre. Alors, on a décidé de concentrer nos efforts. Mais je vous dirais que probablement l'année prochaine, là, ça va être 60% de nos revenus vont venir des États-Unis déjà. Tantôt, tu disais que tu n'étais pas un gars de marketing, ce qui est quand même très drôle, à mon avis, à moi. Mais comment tu abordes cette stratégie-là d'attaque d'un marché étranger comme celui-là? C'est quoi les points que vous allez utiliser? Est-ce que c'est par des ambassadeurs? Est-ce que c'est par des influenceurs? Comment vous allez aborder cette stratégie-là? Parce que quand même un marché qui est très niche, qui ont souvent, ça va être des gens qui sont relativement moyens, qui vont avoir soit une cave à vin personnelle, comme tu disais, ou des restaurants qui ont une cave à vin qui nécessite une gestion de ce type-là. C'est quoi l'approche marketing que vous avez quand vous les approchez? On avait, il y a 3 ans, rencontré, il y a un sommelier en Californie qui s'appelle Rajat Park, qui est un Indien de l'Inde, mais qui est reconnu comme le génie du vin. C'est vraiment un cerveau extraordinaire, capable dans le milieu professionnel, ce gars-là est reconnu comme le meilleur au monde.
Alors, lui, on l'avait rencontré il y a 3 ans. Il avait aidé un de nos clients à devenir Grand Award, le Wine Spectator, en dedans d'une période de 24 mois, ce qui était assez extraordinaire. Mais à cette époque-là, Rajat se promenait partout dans le monde. La monnaie de la pandémie est arrivée. Maintenant, dans un brainstorming, je dis à mes gars, ce gars-là, il doit être comme nous autres, il doit être chez lui, à rien faire, comme nous. Puis à se tourner les pouces puis à se demander qu'est-ce qui s'en vient. Là. Alors, on l'a appelé. Puis, et finalement, là, il était ouvert à travailler avec nous autres. Fait qu'on l'a signé comme ambassadeur. Il est devenu notre ambassadeur. Et comme par hasard, aussi, lui avait contribué à créer, il y a 6 ans, l'application compétitrice d'Alfred. Mais ça s'est un petit peu mal terminé. Alors, nous, on l'a embarqué avec nous. Il a les mêmes valeurs que nous. On parlait du pourquoi tantôt. Là, le why, là, pour lui, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur il faut que les choses aient du sens. Puis là, il nous voit comme on est. On est du bon monde qui essaie d'aider. Oui, il faut que la business soit rentable, mais on n'est pas là pour l'argent à tout prix. Fait que, il est embarqué avec nous autres. Et naturellement, ça jumelé avec l'excellent travail des délégations. Que je suis impressionné, moi, pour voir la qualité, le Québec international ici, puis les délégations en Californie, à Los Angeles, autant que dans la Silicon Valley, nous aident à rapidement rentrer en contact avec les clients. Et naturellement, avec la prestance de Rajat, on est capable de signer. Et, il y a une notoriété de base qui ouvre plus facilement des portes. Là. Tout à fait, tout à fait. Ça a été vraiment la base avec laquelle on a travaillé. Là, maintenant, on a un employé à temps plein à Oakland qui est l'ancien vice-président en vente de notre compétiteur. Fait qu'on a déjà un carnet d'adresses. Avec ça, on va être capable de se développer assez rapidement. De le contacter en pleine pandémie, c'est pas un peu de l'innovation? Oui. Et le défi, c'était qu'il se rappelle, ça va l'air bizarre ce que je vais dire, là, mais qu'il se rappelle qu'on est du bon monde. Quand j'étais allé le voir, j'étais avec mes deux enfants puis ma blonde. Puis on est allé le rencontrer, puis on voulait juste créer le contact. Et puis, à ma grande surprise, quand on l'a rappelé, il se rappelait de ça. Puis il se rappelait il aime le Québec. Il aime comment nous autres, on est au Québec. On est très différents. Est-ce qu'il est venu en janvier-février? Il va venir. Ouf. Il va venir cette année. Il va peut-être aimer moins ça un peu, par contre. Là. Je vous le dirai. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, je veux qu'on parle des projets futurs parce que je sais que tu es dans plein de projets en même temps. Tu l'as dit, là, l'innovation pour toi, ça fait partie de ta vie, c'est ton essence, c'est ton gaz, c'est ce qui te drive à performer. Ça s'applique à toutes les sphères de ta vie. Ça s'applique dans tous tes projets. Oui, Alfred va bien, mais là, Alfred explose avec des plus gros projets, entre autres avec l'ITHQ. Je vais voir qu'on en parle. Fait qu'on s'arrête quelques instants et on revient là-dessus. Le retour à Mémoire digitale avec Guy Doucet, CEO de Alfred Technologies, mais avant tout, une personne que l'innovation prend une place importante dans sa vie, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas, il n'avance pas. Hein, je ne me trompe pas? Oui. Ça prend ça pour avancer. Des défis, tu en as tous les jours dans la gestion de ton entreprise, dans les choix que tu as faits au courant de ta vie. Fait que tu t'es dit, j'en ai pas assez, je vais en prendre d'autres. Je ne me trompe pas non plus. ITHQ, Centre d'excellence. Un énorme projet pour la restauration que tu chapeautes, que Alfred est derrière ça, mais qui regroupe beaucoup d'intervenants technologiques ensemble. Ça, en soi, déjà, c'est innovant de prendre ce gamble-là, prendre ce risque-là d'arriver et de dire joignons nos forces, travaillons ensemble pour mettre l'expertise québécoise au devant. En quoi consiste le projet du Centre d'excellence avec TTHQ? Bien, tout d'abord, le rationnel du pourquoi. Tout ça part du fait qu'on veut changer le monde de la restauration. Tu ne peux pas changer le monde de la restauration sans tenir compte qu'il y a des étudiants dans les écoles qui sont en train d'apprendre. Et ces étudiants-là apprennent avec les outils qu'on a aujourd'hui, qui sont connus aujourd'hui. Fait qu'il fallait réussir à influencer ces gens-là. L'autre chose aussi, on s'est aperçu que le marché de la restauration, c'est un marché qui est vu comme un marché qui roule très rapidement. Les gens, n'importe qui peut s'improviser restaurateur et tout ça. Fait que c'est pas un marché qui a une très bonne réputation. Mais nous autres, on pense que les gens qui sont dans ce marché-là, ce sont des artistes, des artisans, des gens qui nous font vivre des expériences extraordinaires. Alors, on s'est dit, il faut aider ces gens-là. Alors, en parallèle, on a au Québec des Lightspeed, des Pefacto, des YouEat. Ici, à Québec, on a plein de belles entreprises comme Alfred qui est dans sa niche, qui ont développé des technologies. Toutes ces entreprises-là se développent à l'international. On se parle, mais on n'a pas de stratégie commune. Fait qu'on s'est dit, si on veut
vraiment changer le monde, il faut toucher les écoles, il faut toucher les restaurateurs avec un discours commun, il faut essayer d'améliorer leur réceptivité à la technologie. Là, on en vient au projet d'ITHQ. Alors, on a décidé de mettre en place un projet qui est avec l'aide du gouvernement. En fait, on a présenté au ministère de l'Économie un projet qui s'appelle le Centre d'excellence en intelligence artificielle. Il va changer de nom naturellement. On ne restera pas avec un nom comme ça, mais c'était le nom de code pour le nom de projet. Le nom du projet initial, un centre d'excellence. Exactement. C'est correct. Alors, c'est un laboratoire, dans le fond. Un laboratoire où est-ce qu'on va... on réunit ensemble une dizaine de technologies, particulièrement les gens que je vous ai nommés tantôt, où on va couvrir tout le processus clé de la restauration. Alors, le processus clé, c'est au moment où je rentre en contact par le web ou peu importe, pour une réservation ou un achat dans un restaurant et au moment où je le paye. Tout ce qui est entre les deux, on va le couvrir. On prend les technologies qui sont en place, on va s'assurer d'intégrer ces technologies-là et de rendre disponibles, de rendre accessibles ces technologies-là au restaurant de l'ITHQ, qui est notre restaurant pilote. Premier dossier. Deuxième dossier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et puis on va se trouver des moyens, innovateurs de présenter cette expérience-là réelle, en mode virtuel, aux restaurants du Québec puis aux restaurants partout à travers le monde. Alors, c'est la stratégie initiale, c'est ça. Alors là, on est dans la première phase du projet où on est en train de connecter ensemble les technologies. On va s'assurer de rendre ça disponible. Et en parallèle, on a développé un système d'audit où est-ce qu'on va, qui sont en fait des questionnaires qu'on envoie aux clients, OK, donc pour prendre la donnée, avoir des métriques de quantifiables de performance pour être capable d'améliorer la situation des restaurateurs. Et de comparer, de permettre aux restaurateurs de se comparer par rapport au marché. Ce qu'on voulait, c'est que le restaurateur puisse voir de lui-même qu'à un endroit, par exemple, au niveau, par exemple, de sa gestion des stocks, par exemple, les ratios que lui a ne sont pas du tout bons par rapport à l'industrie. Okay. Alors, le fait qu'on voit... Un wake-up call. C'est ça. Le fait qu'on voit ça, bien là, ça nous ouvre à quoi? Ça nous ouvre à dire, regarde, ça va me prendre des technologies pour gérer. C'est bon pour tout le monde. On ne se cache pas, c'est bon pour nous autres. Là. À partir du moment où le restaurateur réalise qu'il y a un besoin, bien là, il se tourne vers les technologies. Pour nous, ça aide à la vente. Ça aide à mettre en valeur les technologies québécoises. Puis un autre avantage, bien, ça permet aux technologies québécoises de se parler et de dire, hey, si on était ensemble à l'international, peut-être qu'on pourrait être plus fort. Plus fort, exact. Le regroupement surtout, vous avez chacun vos niches. C'est pas comme s'il y avait 3 applications de gestion de sommellerie, on s'entend. Il y en a une. Il y a probablement que vous avez des réservations en ligne, paiement en ligne, donc toute l'expérience. Est-ce que, de ce que je comprends, est-ce qu'à l'ITHQ, si demain je vais aller dîner là avec l'implantation technologique, est-ce que je vais pouvoir aller vivre comme consommateur aussi l'expérience? Tout à fait. L'ITHQ, le restaurant d'ITHQ, c'est vraiment le laboratoire. Alors, tout va y être. Tout va être présent d'ici mars 2022. Et le consommateur va vivre cette expérience technologique-là. Et par le virtuel, on va être capable de le faire vivre aux gens à l'extérieur. Donc, le restaurateur pourrait physiquement aller vivre un restaurant qui a des technologies implantées, qui pourrait, lui, constater à quel point ça aiderait sa vie, on s'entend. Là. Le but, un peu, de ce que je comprends, c'est de permettre au restaurateur de faire de la cuisine. C'est exactement ça. Le permettre au restaurateur de s'occuper. Encore là, c'est toujours d'enlever les tâches. Il y a même un an, le restaurateur allait répondre au téléphone pour prendre des réservations. Aujourd'hui, les systèmes de réservation en ligne, on s'entend que c'est essentiel parce qu'il n'y a plus de staff. Tous ces réflexes-là là, qui sont développés avec la technologie amène les changements dans les façons de faire. L'idée, c'est de prendre ça puis d'essayer de démontrer virtuellement et physiquement ce qu'on peut faire puis comment on peut améliorer le processus. Est-ce que la pandémie a accéléré l'adoption des technologies? Le manque de main-d'œuvre. Il y a 2 choses qu'on constate. Là. La pandémie a ouvert l'esprit aux conversations numériques, les Zooms de ce monde et compagnie. Ça a vraiment changé la vie. Nous, on voit maintenant, on peut faire des intégrations à notre grand bonheur. On peut avoir une équipe à Québec ou à Montréal ou à partir de chez eux qui va être en mesure de faire de l'intégration via des plateformes numériques, ce qui n'était pas possible avant. Ça a changé. La deuxième chose, c'est le manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre, c'est incroyable. Ça aide. C'est malheureux, mais ça aide au niveau des technologies. Ça aide cette ouverture-là qu'on n'avait pas avant. Là.
À Québec, on va le couvrir par le restaurant de l'ITHQ, le centre d'excellence qui est implanté. Donc, pour couvrir ce marché-là, on organise des autobus, on fait venir les restaurateurs, ils vivent l'expérience, ils comprennent. Bon. Ou virtuellement. Ou virtuellement. Ouais. Comment tu vois l'implication du virtuel dans ton déploiement de stratégie? Bien, on évolue. Il y a des spécialistes autour de nous autres qui nous font évoluer. On espère, on va travailler dans les prochains mois avec des spécialistes pour nous aider à prendre ce concept-là qui est visible, qui va être visible physique, à l'amener pour qu'on puisse faire vivre une bonne partie de cette expérience-là virtuellement aux gens et la possibilité aussi de rendre, de pouvoir valoriser l'expertise québécoise à l'international. C'est un autre point qu'on veut faire. Alors, le virtuel va être important. Là, donc, on parle d'intégration de 3D, de temps réel, de Zoom meeting en temps réel aussi, d'être capable de pouvoir parler à des gens, démontrer l'expertise, démontrer le déploiement de ce que ça pourrait potentiellement avoir l'air avec différentes options. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que là, vous atteignez ma limite un peu là, de mon côté. Nous, c'est certain, ce qu'on veut faire, c'est de rendre... On veut prendre l'expérience qu'on sait qu'on va vivre en physiquement en restauration, puis on va essayer de la rendre le plus proche possible. Naturellement, en le faisant virtuel, ça demande beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de coûts. Et là, ça nous permet aussi de mettre en valeur non seulement les technologies québécoises, mais la culture québécoise aussi. Parce qu'on a une stratégie où l'ITHQ, c'est quand même un fleuron au Québec. On a aussi une 50aine d'écoles de cuisine au Québec qui fonctionnent très bien, avec lesquelles on commence à travailler. Notre objectif, c'est de prendre ce qu'on a fait au Québec et de le licencier aux autres écoles partout dans le monde, avec l'ITHQ pour faire rayonner encore là l'expertise québécoise et de facto la gastronomie québécoise et la culture québécoise. À ton avis, la gastronomie québécoise se situe où par rapport à la gastronomie mondiale? Tu sais, parce qu'on entend toujours des grands chefs français, la cuisine espagnole. Le Québec, on est où? C'est une très bonne question. Je pense qu'à travers les 15 dernières années, on s'est trouvé une identité. C'est clair qu'on s'est trouvé une identité. La gastronomie passe beaucoup par ses producteurs, par la capacité d'avoir des produits frais, régionaux et la traçabilité est hyper importante. Il y a beaucoup d'initiatives actuellement qui sont en place pour démontrer ces modèles-là, de vraiment démontrer qu'on est capable de livrer un produit de qualité de façon régulière, de façon constante. Je pense que tout ce qui est gastronomie, recettes, qualité des chefs et tout ça, ça c'est reconnu. Ça, c'est nos influences françaises ont fait qu'on s'est développé avec le temps une étiquette à nous. Mais ça, je pense pas l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est vraiment d'être capable de livrer un produit de qualité de façon constante, d'avoir des business qui sont rentables. Et ça passe, je prêche pour ma paroisse, mais ça passe par la technologie. C'est que on dit aux restaurateurs, là, c'est nous les jobs plates, là. Faites-nous confiance puis amusez-vous. Là. Historiquement, c'est quand même documenté. Le Québec est en retard en termes d'adoption de technologie, en termes de stratégie de marketing, en termes d'audace. On est en retard sur le reste du monde. De ma compréhension, les solutions qui sont déployées là sont quand même très, très early, très, très innovantes et rapidement. Donc, on est un peu... Est-ce qu'on est trop tôt? As-tu peur de ça, d'être un peu trop tôt avec cette innovation-là? Ça fait 27 ans que je suis en affaires, puis ça fait 27 ans que je suis trop tôt. Tu t'en sors quand même bien, par exemple. Moi, j'ai été trop tôt, puis ça m'a coûté plus cher un peu. C'est parce qu'il y a des bouts que tu connais pas. Mais on est tôt. Tu as mis le doigt dessus, là. C'est sûr que là, il y a un changement qui s'est fait rapidement. On a vraiment eu une transformation dans les 18 derniers mois. C'est majeur. On a puis je ne veux pas faire de politique, mais le gouvernement en place a une très bonne sensibilité face au numérique. Le fait d'accorder le fait de mettre en place un centre d'excellence, ça prenait de la volonté politique de faire ça. Là. Assurément. C'est le fait de donner une formation en 4.0 à des restaurateurs dans un marché qui, la plupart du temps, on aurait tendance à dire « bof, on oublie ça, de toute façon, il n'y a rien à faire avec ça ». Eux, c'est pas comme ça qu'ils ont réagi. En fait, les autorités du MEI, au niveau des fonctionnaires aussi, les gens y croient beaucoup qu'on peut améliorer ça. Ça, je pense, ça va faire la différence. La problématique qu'on a actuellement,
c'est que le programme de formation, on a des cotes au niveau de l'appréciation du programme de formation est extraordinaire. La seule chose, c'est que les propriétaires et gérants de restaurants ne sont pas capables d'envoyer leur personnel parce qu'ils n'en ont pas assez. Et ils veulent les garder pour le service, le maintien, puis rentrer des clients. C'est ça. Fait qu'on a, au niveau de l'achalandage, il faut s'adapter. On travaille avec de la synchrone. On est en train de mettre en place des méthodes pour que les gens puissent suivre les formations, avoir leur attestation, leur certification, mais sans avoir à assister aux cours. Même si les cours sont 100% virtuels, il faut quand même que tu te libères à des périodes pour le suivre. Alors, on travaille sur cette flexibilité-là. Mais je pense que ça passe par une volonté. Le gouvernement en place fait vraiment ce qu'il faut, là. On espère que ça va se poursuivre parce que c'est un travail qui est nécessaire puis on ne doit pas arrêter maintenant, là. De gérer un projet comme celui du Centre d'excellence et THQ, en soi, c'est un job. Tantôt, tu disais que tu ne voulais plus jamais travailler à temps plein dans une job. Là, j'ai l'impression que tu en as 2 à temps plein en même temps. Est-ce que je me trompe? J'ai appris avec les années pour gérer le projet du Centre d'excellence. Moi, je me suis gardé la partie innovation, la partie que j'aime. Puis celle dans laquelle je pense que je suis le meilleur aussi. La gestion de projet, je suis allé chercher un ancien sous-ministre du gouvernement du Québec qui est l'ancien directeur de l'École nationale de police, qui est un centre de formation. Je ferai remarquer ce qu'on donne, c'est de la formation en restauration, c'est de la formation pour de la formation. Alors lui, c'est un pro. Alors lui, il gère le projet. Il le fait de façon très bien. Fait que bien entouré, pas de problème. Puis l'ITHQ, c'est une organisation il y a une certaine lourdeur qui est normale là, par la gouvernance, mais les gens sont très bien intentionnés, puis ça va très bien. En fait, là, le projet s'exécute très bien. Je pense, à mon niveau de connaissance, que l'ouverture va être beaucoup plus là par justement la nécessité qui a été démontrée dans les 2 dernières années, la crise de main-d'œuvre. Le changement est nécessaire. Puis dans le changement, souvent, il y a de l'inconfort pour certains. C'est pas tout le monde qui gère bien non plus le changement. Les gens innovants, habituellement, vont avoir une meilleure capacité à s'adapter à ce changement-là. Donc, d'avoir des têtes dirigeantes innovantes, je pense que ça peut juste mieux supporter le projet, à mon avis, à moi. Donc, bonne chance, bon succès. Merci. Merci énormément d'avoir été là et d'avoir été une de mes mémoires digitalisées. Très fier d'avoir eu la chance de faire ta rencontre. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Alfred Technologie, pour ceux qui veulent aller voir ça, bien entendu. Vous pourrez voir tout ce qui se passe dans les projets technologiques de Guy, mon invité. Pour nous, vous pouvez aller sur le lanternedigital.com pour avoir accès à tous nos podcasts. Google, Spotify, iTunes, bien entendu, on est sur toutes les plateformes. Restez là parce qu'on aura d'autres invités. Diego Mantavoni, entre autres, qui est un professeur de recherche au laboratoire des biomatériaux et bioingénierie de l'Université Laval, c'est fulgurant ce qu'ils font. Ils travaillent sur des matériaux qui changent de composantes dans le corps humain pour mieux s'adapter au corps. Incroyable. Lui, il travaille sur la médecine de demain, aujourd'hui. Super intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit à une prochaine Mémoire digitale. Merci, au plaisir.